Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Jean-Claude Florentini. Bonsoir Barbara Jean-Élie. Comment allez-vous? Très très bien. Ça va? Très merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur général du cabinet d'expertise Global Services et Logistique et vous êtes aussi conseiller du commerce extérieur de la France depuis 8 ans maintenant. Et alors, c'était d'abord à ce titre-là que je souhaitais vous avoir. Ouais. Et puis, on va parler du port, parce qu'il s'est passé quelque chose sur le port. Donc, on va parler de... Vous êtes transitaire, vous êtes dans la logistique portuaire. Voilà. On va parler de commerce extérieur, on va parler du port. Et on commence par cette avarie là qui s'est produite sur le port. Oui. Ce portique énorme qu'on voit d'ailleurs quand on arrive en avion ou qu'on voit de la mer. Qui est tombé. Ouais, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Accident très spectaculaire qui a soulevé beaucoup d'émotions d'ailleurs en fait au niveau du port. C'est très inhabituel. Parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas. C'est un accident vraiment en fait qui est vraiment rarissime, même au niveau des ports, au niveau des places portuaires mondiales, c'est très très rare. Ça tombe pas. Ça tombe pas. C'est pas fait pour tomber. Oui. Mais le soc, quoi, c'est quoi? Il est tombé à la renverse. Oui, alors après, donc, il y a tout un volet expertise et d'enquête qui est en cours. Et donc, à ce stade, en fait, on n'a pas véritablement d'informations sur à la fois les raisons, les causes, et puis on en saura plus, mais effectivement, c'est une heure sombre au niveau du port, puisque c'est quand même quelque chose déjà en termes d'investissement portuaire. Qui c'est qui installe ces portiques qui coûtent je crois que ça coûte 18 millions. Oui, c'est ça, oui, ce sont des infrastructures majeures pour le port, donc avec tout ce que ça implique en termes de mise en place, de mise à niveau, aussi de correction aussi, parce que c'est pas il y en a combien? Il y en a 3, non? Non, alors en fait ils sont arrivés par 2. D'accord. Et donc qui arrivent de Chine, puisque ce sont les portiques en règle générale sont tous faits en Chine, donc c'est plus de près de 90%. Donc, mais c'est du matériel fiable. Il y a pas de d'un point de vue technologique, il n'y a pas de. Parce que j'ai entendu plein de choses à ce sujet, mais pas du tout. Non, ils sont carrés, ils sont fiables, absolument. Donc là, c'est quoi? Donc là, c'est un accident. C'est un accident. Donc l'enquête permettra de dire et de déceler un petit peu ce qui s'est passé précisément. Mais à ce stade, non, on n'a pas encore. C'est les Chinois qui installent. Alors, ce sont les Chinois, effectivement. Donc, ce sont des formateurs. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont qui faisaient les tests. Grandeur nature. Alors pourquoi c'est important? Parce que là, donc, le grand port de la Martinique est dans déploie une stratégie finalement d'agrandissement pour devenir un hub sur la Caraïbe. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de pouvoir capter déjà plus de trafic domestique, plus de trafic surtout aussi de transbordement. C'est avant tout. Transbordement, c'est quoi? Transbordement, c'est-à-dire que la Martinique et la Guadeloupe, donc en fait, ce sont 2 places porteurs, mais là qui ne font qu'une. C'est un petit peu comme Aropa au niveau à l'échelon de la France, entre Le Havre, Rouen et Paris. Et au niveau du hub Antilles, ce sont 2 places porteurs, Martinique, Guadeloupe, en fait, qui s'associent pour mettre en place justement à la fois un transbordement de qualité, pour pouvoir capter aussi d'autres compagnies maritimes, puisqu'en fait on parle beaucoup de CMA-CGM, mais il n'y a pas que la CMA-CGM qui opère sur la zone. Qui c'est qu'il y a? Vous avez Marfret, vous avez Seatrade, non, la Maersk qui est partie, ça fait 2 ans. Et malheureusement. Et donc il y a c'est tout un plan à la fois d'investissement pour c'est création de richesses, création d'emplois également. Mais comment on attire les compagnies? Comment on attire pour pouvoir créer, je sais pas, une forme de concurrence, c'est ça? Pourquoi attirer d'autres personnes que CMA-CGM? Parce que c'est plus sain dans un marché que d'avoir plusieurs compagnies. Après, donc, il n'est pas dit en fait qu'on aura plus de compagnies qui desserviront notre territoire, mais ça c'est un autre aspect. Ok. Donc le Grand Port de Fort-de-France investit pour accroître ses capacités. On parle de 122 millions d'euros.
Ouais. Donc il devrait être investi globalement pour faire un hub régional. 70 millions prévus en 2025. Voilà. Donc c'est quoi? C'est achat de ces portiques, installation de ces Alors, portiques et quoi d'autre? c'est l'achat de portiques, c'est l'achat de terre-plein, Oui. c'est l'achat de la mise en conformité, c'est plus de prises reefer également. C'est quoi Alors les prises reefer, ce sont les conteneurs réfrigérés. Ok. Et donc qui transitent sur nos zones, qui ensuite pourraient être réexpédiés soit sur l'Amérique latine ou éventuellement sur l'Europe. Alors, j'ai dit que vous étiez conseiller du commerce extérieur de la France. Vous avez été renouvelé dans vos fonctions. Ça fait maintenant 8 ans. Un petit peu moins de 8 ans. Ça sert à quoi, donc, un conseiller extérieur? Un conseiller du commerce extérieur, alors il est nommé par décret par le Premier ministre. Oui. Donc c'est une mission qui est bénévole. Oui. Bénévole. Et donc nous accompagnons, alors nous sommes environ, il y en a plus de 4000 à l'échelle du monde. Oui. Et près de 400 sur la France, y compris les Outre-mer. Oui. Et donc nous conseillons à la fois, donc nous sommes un support auprès de l'État. Donc des services de l'État. Auprès du Premier ministre? Non, c'est plutôt plus modestement au niveau la direction de la mer, peut-être plutôt préfecture. D'accord. Préfecture, les DETS, les universités aussi. Okay. Nous intervenons également auprès d'importateurs, d'exportateurs. Donc vous êtes notamment consulté quand on parle d'octroi de mer. J'ai vu que vous n'étiez pas très favorable à l'octroi de mer. Vous dites que... non, pas du tout. Ah, vous êtes favorable à l'octroi de mer? Oui, okay. Oui. Mais il me semble que vous avez souligné il y a quelque temps les effets pervers de la baisse par la CTM de l'octroi de mer à 0% sur certains produits. Non, je précisais qu'il fallait qu'il y ait en fait une harmonisation entre la Guadeloupe et la Martinique. Mais en aucun cas, en fait... Vous êtes contre l'octroi de mer? Non, absolument pas. D'accord. Mais vous dites qu'il faut harmoniser pour pouvoir... Oui, parce qu'il y a des effets... pervers, justement. C'est ce que je soulignais, justement, en fait, dans une tribune qui est sortie en début d'année. C'est qu'il y avait effectivement, en fait, un écart entre la Martinique et la Guadeloupe sur certaines nomenclatures de marchandises, de nomenclatures de ce qu'on appelle les HS codes, ce sont les nomenclatures produits douanières, les nomenclatures douanières. Et je précisais qu'il aurait été souhaitable, en fait, avant de procéder justement en fait à ces d'harmoniser. Il aurait fallu harmoniser, en fait, que ça aille dans le bon sens, quoi. D'accord. De façon en fait à éviter plus précisément en fait des flux en fait qui partent sur la Guadeloupe au lieu de venir directement sur la Martinique. Et alors donc j'ai vu aussi que l'année dernière, donc c'était en juin 2024, vous avez tenu la première table ronde du groupe d'expertise du commerce extérieur. Ouais. Et vous émettiez un certain nombre de propositions, et notamment pour que la Martinique exporte plus. Donc on comprend que faire ce port, moderniser le port, pourrait permettre ça, parce qu'aujourd'hui on est très dépendant des importations. On importe, et ce qui part de chez nous, c'est beaucoup la banane dans les conteneurs, quelques produits, mais pas beaucoup. Donc l'importation reste largement excédentaire. En quoi l'exportation peut-elle créer de la valeur? Expliquez-nous, pourquoi il faut exporter? L'exportation, c'est la création de richesse. Hein. Oui. C'est à la fois également et surtout, en fait, c'est de l'industrie, justement, en fait, qui est développée. C'est la mise en place, justement, de filières, de filières d'exportation. Alors, quand je parle de filières d'exportation, ce n'est pas forcément des grosses quantités non plus. Hein. Donc, quand je parle d'exportation, c'est justement de pouvoir... On excelle dans beaucoup de produits, on excelle on exporte du rhum, par exemple. Alors, le rhum, bon, c'est bien balisé. Oui. Le rhum est bien balisé, la banane est bien balisée. Ouais. Après, donc, on a des petites industries agroalimentaires qu'il faut développer. La cosmétique aussi maintenant. Cosmétique, absolument, absolument. Cosmétique. Nous avons aussi tout ce qui est lié aux spiritueux, tout ce qui est lié. Donc, il y a un potentiel. Le potentiel est existant, sous-dimensionné. Et une clé aussi de la logistique, c'est de pouvoir mutualiser aussi avec la Guadeloupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi? Comment on a justement, dans le cadre du marché unique antillais, qu'on doit réanimer, et nos politiques ne le font pas, ou pas suffisamment, en tout cas pas suffisamment attentifs. Donc au MEA, qui, alors effectivement, donc on se parle pas assez. Mais je pense que la force expliquez-nous en quoi ce serait une force d'être Martinique Guadeloupe ensemble, c'est ça?
Mais, déjà, ensemble, c'est optimiser, c'est mutualiser aussi. Admettons, en fait, qu'il n'y ait pas suffisamment de marchandises pour faire un envoi sur l'Amérique du Nord, et bien faire ce qu'on appelle de la consolidation, faire du groupage personnalisé entre la Martinique avec nos exportateurs martiniquais, exportateurs guadeloupéens, pour attaquer justement ce type de marché. Donc ça dépend de qui? Ça dépend des acteurs économiques, ça dépend des associations, alors ça dépend, des associations d'entreprises, par exemple. Oui, ça s'appelle la gestion des approvisionnements. Ça s'appelle justement l'optimisation. C'est de l'optimisation logistique avec, c'est du bon sens également. Et je crois que c'est là-dessus aussi qu'on doit mutualiser nos forces. Et alors, donc, développer l'exportation pour créer de la valeur, mais quel marché? Vous avez fait allusion à l'instant à l'Amérique du Nord, mais quel marché? Est-ce que nos camarades, enfin nos voisins caribéens sont des marchés? Ils le sont. Alors, c'est pas forcément sur des produits industriels. Ils sont ce serait plus des produits éventuellement que la Martinique et la Guadeloupe servent justement de hub, de redistribution, pourquoi pas aussi. Donc, parce qu'en fait, les cartes européennes sont intéressantes. Alors, vous êtes conseiller du commerce extérieur. Est-ce que il y a un congrès qui se tient, donc il y a une réflexion des politiques sur la situation de la Martinique, le statut de la Martinique. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Est-ce que vous êtes sollicité? Vous avez été sollicité peut-être? Sollicité, oui, bien sûr, oui. Donc c'est un sujet qui agite beaucoup le microcosme politique et paradoxalement très peu la rue. Donc je pense qu'il y a un vrai hiatus et une vraie asymétrie qu'on voit au quotidien entre justement nos compatriotes et le monde politique. Et ça, c'est quelque chose c'est ma première réflexion. Oui. Alors ensuite, en ce qui concerne le statut, alors est-ce que c'est l'alpha et l'oméga pour faire développer justement, faire de la création de richesse? Je ne suis pas certain. Précisément, vous avez signé une tribune en début de mois de septembre qui s'intitulait « De la vie chère au statut ». Et donc, vous refaites un petit peu, parce que au début du mois de septembre, cette année 2025, il y a eu un début de mobilisation. Et finalement, on pouvait craindre que ça dégénère. Ça n'a pas dégénéré. Mais vous étiez un peu inquiet, en fait. Et vous dites de la vie chère au statut, vous n'avez pas trop bien compris non, j'ai pas bien compris. Puis bon, ça me permet en même temps en fait de préciser les choses. C'est qu'en fait l'année dernière, ça a été une année terrible. C'est une année en fait où on a le monde de l'entreprise, mais pas que. Donc tous nos compatriotes ont souffert. Donc et on en ressent encore les stigmates. Et donc on a besoin justement de sérénité. On a besoin de visibilité. On a besoin justement de calme. Et puis ce sont pas des questions qui se traitent dans la rue. Oui. Ce sont des questions qui se traitent dans des tables rondes, qui se traitent justement en fait sereinement. Elles peuvent être télévisées, elles peuvent être transmises. Absolument, oui, mais c'est l'échange, c'est pas puisque après ce sont des sujets qui sont qui sont complexes. Oui, qui sont inflammables aussi. Et inflammables, mais trop complexes en fait dans leur compréhension. Et donc, il ne s'agit pas non plus de jouer les bonimenteurs ou bien d'affabuler. Donc, on a besoin justement en fait d'avoir un vocable qui soit précis. Il faut être éclairant aussi, parce qu'il y a trop d'enjeux. Oui. Il y a beaucoup trop d'impact également, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau social, et surtout au niveau du climat des affaires qui est mauvais. Et du climat, tout simplement. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Claude Florentine, d'être venu partager ces impressions avec nous. Et puis, vous êtes revenu aussi sur les missions du conseiller du commerce extérieur de la France, que vous êtes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye. À bientôt.